Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer notre troisième chapitre, intitulé Estime de soi et confiance en soi. À travers ce chapitre, nous allons clarifier les concepts de confiance en soi et le concept d'estime de soi, de prendre conscience de votre niveau d'estime de soi et de savoir comment développer la confiance en soi en lien avec vos aspirations. Par conséquent, nous allons commencer par comprendre le concept de confiance en soi et le concept d'estime de soi et bien sûr de déduire les différences entre ces deux concepts. Pour bien comprendre le concept d'estime de soi, je vous invite à voir l'histoire du vilain petit canard. Cette histoire est présentée par une vidéo dans la page suivante. Par la suite, nous passerons à la discussion. Voici l'histoire du vilain petit canard racontée par le site mondedespetits.fr. Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Une canne, assise là sur son nid, couvait ses canetons. Pourtant, elle commençait à s'ennuyer, car cela durait depuis quelque temps déjà. Enfin, les œufs craquèrent les uns après les autres. Les oisillons brisaient leurs coquilles et sortaient. Mais un œuf ne voulait pas se percer. C'était le plus gros. La canne soupira et se résigna à attendre. Elle se coucha pour tenir cet œuf bien au chaud sous son ventre. Enfin, le gros œuf se brisa et un étrange petit canard apparut. Il était grand, gris et si laid que la canne dit « Voilà un énorme caneton !»« Coin, coin !»« Aucun des autres ne lui ressemble. Il est si gros. » « Qu'importe, c'est mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. » Coin, coin. Elle le prit avec ses petits et tous ensemble partirent faire une promenade au bord de la mare. Le lendemain, il faisait un temps splendide. La canne décida de présenter ses petits aux animaux de la basse-cour. C'est là que les malheurs commencèrent pour notre vilain petit canard. Lorsque les autres l'aperçurent, ils lui sautèrent dessus et l'attaquèrent. « Ah, celui-là, nous n'en voulons pas !» Et aussitôt, une canne lui mordit le cou. « Ah, il est grand, il est trop laid !» dit le dindon. La maman canne fit alors tout son possible pour le défendre. « Ah, mais laissez-le tranquille !» dit la mère. « Il ne fait de mal à personne. Il n'est pas beau, mais il a bon caractère et il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf, voilà pourquoi il est si gros. » Hélas, le petit canard fut mordu, bousculé et pourchassé toute la journée par les cannes, les poules et les dindons. Même ses frères se moquèrent de lui et le rejetèrent. Le petit canard se sentit alors obligé de quitter la ferme. Il partit alors à la recherche d'une famille voulant bien l'accueillir. Mais les animaux le dédaignaient à chaque fois à cause de sa laideur. Pendant plusieurs mois, il dut lutter contre la faim et la solitude. L'hiver arriva. Il fut froid, terriblement froid. Le caneton devait constamment nager pour empêcher l'eau de geler complètement autour de lui. Mais à la fin, épuisé, il ne bougea plus et il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan qui passait le vit. Il brisa la glace et porta le caneton jusqu'à la maison où la femme le ranima. Les enfants voulurent alors jouer avec lui. Notre petit canard prit peur, sortit rapidement et se cacha très vite dans les buissons.
Il resta là tout l'hiver, attendant patiemment que l'air se réchauffe pour pouvoir repartir. Pendant tout ce temps, notre petit canard grandissait. Puis un jour, le soleil se leva enfin et se mit à briller. C'était enfin le printemps. Alors, il éleva ses ailes, se retrouva dans un beau jardin plein de pommiers et de fleurs. Là, les lilas embaumaient et leurs longues branches vertes tombaient jusqu'au fossé. Comme il faisait bon! C'est alors que s'avancèrent 2 superbes cygnes blancs. Ils ébouriffaient leurs plumes et nageaient si légèrement. Une étrange mélancolie s'empara alors de lui. Je vais voler vers vous. Et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces cygnes pleins de noblesse. À son grand étonnement, ceux-ci, en le voyant, se dirigèrent vers lui. Il pencha vite la tête sur la surface de l'eau, attendant les coups. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit se reflétant sous lui dans l'eau claire? C'était sa propre image. Non plus comme un vilain gros oiseau gris et lourdeau. Il était devenu un très beau cygne. Il ne regrettait pas le temps des misères et des épreuves, puisqu'elle devait le conduire à un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou se dressa, et il était heureux comme jamais. Il avait enfin trouvé une vraie famille. Tu as aimé cette histoire? Viens vite me retrouver sur le site mondedespetits.fr. Plein d'autres surprises t'attendent. Ce qu'on peut conclure à travers cette histoire, que ce canard a vécu 2 phases importantes dans l'histoire. Dans la première phase, le canard et tous les autres animaux croyaient qu'il était un canard gros, gris et moche. Par conséquent, le canard a connu le rejet, la solitude, le froid et il était par la suite malheureux. Tandis que pendant la deuxième phase, le canard a découvert en penchant sa tête dans la rivière et en voyant sa vraie image, il était un beau cygne. Par conséquent, cette perception d'une belle image lui a permis d'être fier, de connaître l'amour et le bonheur. Finalement, c'est quoi l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre image ou valeur, c'est-à-dire de notre propre image ou valeur. C'est ce que nous ressentons par rapport à notre concept de soi. Ce sont les jugements ou bien les croyances faites par nous-mêmes ou bien les autres en rapport à notre valeur. Alors, il faut savoir que l'estime de soi est à la base de l'épanouissement personnel, du développement de son potentiel et de son efficacité personnelle et de sa motivation. Maintenant, nous pouvons présenter le psychologue Will Schultz. Dans son ouvrage publié en 1994 et qui est intitulé « L'élément humain, estime de soi, productivité et résultats d'exploitation », l'auteur Will Schultz décrivait qu'il existe un lien entre l'estime de soi, la confiance des salariés dans l'entreprise et la productivité de l'entreprise. Par conséquent, il vient de présenter une possibilité ou bien un autre vecteur qui permet d'améliorer la productivité des entreprises. Dans cet ouvrage, il a présenté 2 concepts qui étaient issus de la psychologie humaniste et qui présentent l'origine de son approche. Ces 2 concepts sont les besoins interpersonnels et l'estime de soi.
Vous pouvez avoir plus d'informations en visitant le site institutrepère.com. Ici, je vous invite également à préparer ou bien de mieux comprendre les besoins interpersonnels et l'estime de soi qui sont présentés par le psychologue Will Schultz. Passons maintenant à la présentation des 3 composantes complémentaires sur lesquelles se base l'estime de soi. Comme vous pouvez voir dans la figure, il y a principalement 3 bases de l'estime de soi auxquelles nous pouvons ajouter l'acceptation de soi. Premièrement, c'est l'amour de soi. C'est l'élément le plus important. S'aimer ou bien s'estimer implique de s'évaluer. Or, s'aimer ne souffre aucune condition. C'est-à-dire qu'on s'aime malgré ses défauts, ses limites et ses échecs. L'amour de soi ne doit pas souffrir d'aucune condition. Donc, nous devons nous aimer de façon inconditionnelle et illimitée. Il a toujours été présent dans la transformation et le développement personnel. Passons maintenant au second pilier. C'est l'image de soi qu'on peut appeler également la vision de soi. C'est le regard que l'on porte sur soi. Cette évaluation, fondée ou non, que l'on fait de ses qualités et de ses défauts. Il ne s'agit pas seulement de soi, l'important est la conviction que l'on a d'être porteur des qualités ou même des défauts, de potentialités et même des limites. C'est très difficile d'avoir une bonne image de soi si l'on ne s'aime pas. Pour améliorer son image de soi, il faut faire le tour de toutes vos qualités et les mettre en valeur. Il y a aussi l'acceptation de soi qui est un antécédent de l'amour de soi. C'est-à-dire, je ne peux pas m'aimer si je ne m'accepte pas. Donc, je dois accepter moi-même, puis l'aimer. Passons au troisième pilier, qui est la confiance en soi. Ce concept-là est généralement en confusion avec l'estime de soi. C'est-à-dire, la plupart des personnes ne font pas la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, la confiance en soi se manifeste dans tous nos actes. Nous avons vu que souvent il y a une confusion entre le concept d'estime de soi et de confiance en soi. L'estime de soi, c'est le sentiment d'avoir de la valeur. Nous nous aimons, nous nous sentons aimés. Nous nous sentons compétents et utiles aux autres. Nous nous sentons respectables. C'est ça l'estime de soi. Alors, si l'estime de soi est basée principalement à nos propres valeurs, la confiance de soi est liée à nos actes, nos compétences. Donc, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en notre capacité de faire un choix, prendre une décision, agir ou bien réagir, s'adapter aux changements, sans peur d'échouer et sans crainte du regard des autres. Par la suite, nous allons voir les causes, c'est-à-dire pourquoi nous pouvons perdre confiance en soi. Il y a plusieurs facteurs qui mènent à la perte
ou bien la diminution de la confiance en soi. Ce sont donc les principales causes de la perte de confiance en soi. Nous allons présenter quelques causes de la perte ou bien de la diminution de la confiance en soi. Commençons par exemple par les échecs précédents. Lorsque nous subissons plusieurs échecs, il arrive que la confiance en soi s'affaiblisse. Deuxièmement, l'éducation. Donc, une éducation trop facile et trop permissive ou au contraire trop stricte, la surprotection des parents par exemple, la peur d'échouer ou de mal faire sont autant de facteurs qui peuvent altérer la confiance en soi et modérer négativement la confiance en soi. Troisièmement, les étiquettes de l'enfance. On trouve de nombreuses personnes adultes qui, dans leur jeunesse, ont subi des brimades, c'est-à-dire des mots qui vexent. Donc, comme par exemple de recevoir des réflexions désagréables de ses camarades de classe, des moqueries, des mots comme par exemple « tu es très gros » ou bien « tu es nul »,« tu sais rien faire »,« tu es paresseux »,« tu es bête »,« tu comprends rien », etc. À fur et à mesure de la répétition de ces mots négatifs-là, on croit à ces étiquettes et elles deviennent par la suite une réalité qui se colle à nous toute la vie. Quatrièmement, les traumatismes vécus durant l'enfance, par exemple l'abandon, l'abus sexuel, la maltraitance ou même à l'âge adulte. Par exemple les agressions physiques, les harcèlements moraux, les viols, les braquages, etc. Il y a aussi les dialogues intérieurs négatifs, ou bien le dialogue intérieur négatif. C'est le fait d'entretenir un dialogue intérieur qui s'avère fréquemment négatif. Par exemple, c'est le fait de dire que je suis nul, je sais rien faire, je suis pas capable de faire telle chose, je suis moins intelligent, j'ai peur de ne pas être compétent, par exemple, je suis pas assez compétent dans telle matière, etc. Il y a aussi la comparaison et le complexe d'infériorité. C'est le fait de se comparer aux autres. Par exemple, vous pouvez dire X sait plus que moi. La personne X sait plus que moi. Parle mieux que moi. Elle est compétente plus que moi, etc. Alors, c'est quoi la solution pour améliorer cette confiance en soi et même de la reconstruire? Nous pouvons commencer par le discours intérieur. Vous vous rappelez du discours intérieur qui était négatif et qui a causé le manque de confiance en soi? Il doit devenir positif. Alors, il faut éliminer tout ce qui est de l'ordre de la dévalorisation, de l'interprétation abusive qui nous déprécie et remplaçons ces pensées par un discours plus objectif, c'est-à-dire un discours n'est pas purement positif ni trop négatif, un discours réel et objectif, de façon à éviter une dévalorisation paralysante et favoriser un regard sur soi plus bienveillant et motivant. Deuxièmement, la construction de sa propre échelle de valeur. Là, il faut se détacher du passé. Il faut oublier les expériences négatives du passé.
c'est-à-dire les complexes du passé, les échecs du passé, les mots négatifs et les étiquettes négatives du passé. Alors, l'éducation et les personnes qui s'en sont chargées nous ont transmis des wagons de croyances limitantes qui entretiennent un regard et un état d'esprit négatif sur nous-mêmes. La solution est de leur rendre leurs convictions et construire notre système de croyances qui nous sont propres, qui correspondent à ce que nous pensons et à ce que nous voulons aider à croire. Troisièmement, et c'est le plus important, il faut passer à l'action. Il faut se préparer psychologiquement, puis passer à l'action. Le passage à l'action accompagné de l'évaluation des talents mis en œuvre. Ce passage à l'action, quitte à le faire petit à petit, plutôt que de sauter dans le grand bain d'un coup, est la condition indispensable du renforcement de la confiance en soi, car il nous apporte des preuves de nos capacités à chaque challenge relevé. Donc, le passage à l'action ne doit pas être fait tout d'un coup. Il doit être fait de façon progressive et pas à pas pour garantir la réussite et éviter l'échec. On peut présenter quelques symptômes qui vous justifient une faible estime de soi. Donc, il faut comprendre tout d'abord que l'estime de soi, c'est un état interne qui va prendre sa source de la compréhension de soi, de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. Donc, il est très essentiel de développer tout d'abord son estime de soi pour vivre une vie épanouie. Donc, il est possible de travailler son estime de soi comme des muscles. Donc, on peut les renforcer à tout âge, à tout moment et dans toutes les situations. Donc, l'estime de soi va correspondre au degré de votre satisfaction que vous avez de votre propre personne. Plus vous aurez des sentiments et des idées positives, sera meilleur votre amour propre. Donc, la confiance en soi, elle est liée étroitement à nos capacités d'agir. Donc, pour conclure, je vous présente brièvement des symptômes qui prouvent un faible estime de soi. Donc, premier symptôme, c'est l'hypocritique importante, c'est-à-dire vous êtes en train de vous critiquer sans arrêt. Deuxième symptôme, c'est l'hypersensibilité aux critiques, c'est-à-dire vous présentez des émotions face à des critiques qu'on vous fasse. Le troisième symptôme, c'est la peur. C'est la peur exagérée de faire une erreur. Donc, on sait tous que l'erreur fait apprendre, que l'erreur permet de progresser. Donc, il ne faut jamais avoir peur plutôt d'une erreur. Quatrième symptôme, c'est la culpabilité, c'est-à-dire vous êtes toujours dans le passé, c'est-à-dire vous exprimez toujours des sentiments envers tout ce qui se passe dans le passé. Cinquième, c'est l'état défensif permanent. Vous êtes toujours dans le défensif. Et enfin, il y a le pessimisme, bien sûr, qui est le symptôme qui présente la faible estime de soi. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à voir les activités préparées dans le module. Merci pour votre attention et la deuxième séance.